Bon, aujourd'hui on va rester sur le thème de nos copains les nazis, parce qu'en même temps, il faut dire, il y a matière à faire, et on va s'attaquer à un lieu commun qui persiste encore. Dans cet épisode, j'aimerais parler du rapport entre la mémoire, donc ce qui est dit d'un événement, de quelle manière on le raconte et ce qu'on retient, et l'histoire, donc les faits, ce qui s'est passé, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore, tout en questionnant la place de la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale, et pour faire d'une pierre deux coups, démonter cette idée que la Wehrmacht eût été une armée propre, c'est-à-dire qui ne pratique pas le crime de guerre. Mais avant tout, définissons les termes et le contexte. Mais pourquoi ce titre de vidéo alors? Car derrière l'idée d'un caractère propre pour la Wehrmacht, c'est aussi l'idée de l'opposer à l'autre organisation nazie, l'ASS. Il est temps de clarifier un peu les choses. Déjà, oubliez l'idée que la Wehrmacht c'est juste l'armée régulière allemande, tandis que l'ASS c'est l'armée d'élite. L'une est une armée, l'autre est une organisation de l'État nazi. Et l'organisation des organisations nazies au sein de l'État nazi, c'est un vrai foutoir. Et je pense que les confusions viennent en partie à cause de ça. En plus de l'allemand qui est parfois difficile à digérer, et les innombrables sigles qui ne facilitent en rien le transit intestinal. Donc commençons par le moins clair, l'ASS. L'ASS c'est grand, ça contient plein de trucs pour différentes tâches essentielles, essentielles pour un Reich nazi, on se comprend, et ça évolue constamment. Originairement créée en 1925, l'ASS constituait la garde très rapprochée d'Hitler, mais elle était subordonnée à la SA. Les SS, bien plus que les autres, vont suivre de très près l'évolution d'Hitler. Plus il prenait de pouvoir, plus la SS gagnait en puissance et en prestige. À partir de 1933 et la montée d'Hitler à la chancellerie, tout s'accélère en Allemagne et la SS s'émancipe pour de bon de la SA à la nuit du 30 au 1er juillet 1934, plus connue sous le nom de la nuit des longs couteaux. Hitler est le plus grand de tous les leaders en Allemagne, mais laisse la SS entre les mains d'un homme de confiance, Heinrich Himmler. Pour ceux qui ne connaissent pas notre copain Himmler, c'est le numéro 2 du Reich, car en étant à la tête de la SS, il contrôle la police allemande, le renseignement antérieur, l'espionnage, le contre-espionnage, et à partir de 1941, on lui donne une armée, la Waffen-SS. Et là vient sans doute la confusion entre l'armée allemande et la Waffen-SS, celle qui est donc réputée comme l'armée d'élite du Reich. Une réputation tellement surestimée, car déjà son effectif n'a jamais dépassé le million d'hommes, et puis pour un Reich qui se prétend être la réincarnation de la race supérieure germanique des cheveux blonds et des yeux bleus, on retrouve à la fin de la guerre au sein de la Waffen des Allemands, des Roumains, des Belges, des Français, des Espagnols, des catholiques, des musulmans, des très jeunes, des très vieux. Le sternum qui se décolle, la luette, trop fluette, le coccyx qui se dévisse, l'occiput... Oh oh. Alors c'est vrai qu'à l'origine, la sélection était fermée aux seuls vrais Aryens de la planète du monde, mais au bout d'un moment, quand tu vois le rouleau compresseur russe s'avancer tranquillement vers ta capitale d'un côté, puis les ricains prendre pied chez toi par la mer de l'autre côté, forcément tu revois tes exigences de recrutement à la baisse. Mais pourtant, ce mythe de l'armée d'élite SS est toujours présent. Donc vous avez plus ou moins bien compris, la SS est une méga structure. D'ailleurs, certains historiens décrivent la SS comme un État au sein d'un État, avec plusieurs organisations et plusieurs chefs qui répondent tous au nom du Führerprinzip, c'est-à-dire de suivre les ordres du Führer à tout prix, tout en adhérant quand même parfaitement à ses idées et à ses objectifs. La Wehrmacht est différente. Déjà, elle n'émane pas d'une création proprement hitlérienne, puisqu'elle est créée en 1935 sur les cendres de la Reichswehr, l'armée régulière de la République de Weimar, dont on avait parlé dans l'épisode précédent. De fait, elle n'est pas composée des mêmes profils. Si pour la SS on y retrouvait au départ des fascinés du parti nazi, la Wehrmacht est naturellement plus universelle dans son recrutement. On est loin d'une armée démocratique, attention. D'ailleurs, pour entrer au sein de la Wehrmacht, il faut obligatoirement prêter serment à Hitler avant qu'il ne prenne totalement le commandement suprême des armées en 1938. Alors, être soldat en Allemagne, c'est être soldat d'Hitler. Mais il faut dire qu'Hitler a apporté beaucoup à l'armée, elle qui était drastiquement limitée par le traité de Versailles, en plus d'interdire le service militaire, qui n'avait pas le droit de posséder ni avion ni char, eh bien c'est cette même armée qui, en 1940,
écrase en 6 semaines l'armée française réputée alors invincible. Autant dire que nazi ou pas nazi, le soldat allemand est à l'écoute de son Führer et a confiance en ses ordres, ce qui revient à peu près au même. Ce qui diffère concrètement la Wehrmacht de la SS, c'est que la Wehrmacht, elle, n'est pas conduite à des fins proprement politiques pour le parti nazi, contrairement à la Gestapo par exemple. Elle est l'instrument militaire principal du régime nazi. Mais alors, d'où vient cette réputation d'une armée propre? Pour répondre au mieux à cette interrogation, j'ai pris en compte 3 éléments de réponse. Il y en a sûrement d'autres, c'est sûr même, mais ce sont ces 3 points que j'ai décidé de développer pour satisfaire la pertinence de cet épisode. Nazi, pas nazi, tu commences à avoir des doutes sur le génie de ton Führer quand tu vois succéder des défaites plus lourdes les unes après les autres. Et quand par moment Hitler, entre 2 crises de folie furieuse, décide de contrôler des armées qui n'existent tout bonnement pas, tout en abattant 2-3 officiers en désaccord avec lui. Tout le monde m'a menti, même les SS. La totalité de mes généraux n'est qu'un ramassis de lâches, de traîtres, de moins que rien indigne de ma confiance. Mon Führer, je ne puis vous laisser insulter des soldats qui sont morts pour vous. Oui, une légère rupture de confiance se fait alors ressentir. Je refuse d'écouter de telles horreurs. Des excréments, Non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Je me tire. Notamment chez les notables et les vieilles familles prussiennes de tradition militaire. C'est cette classe de la société allemande qui constitue la grande partie des officiers de la Wehrmacht. Il aurait tellement aimé, je pense, Hitler, pouvoir se débarrasser de cette classe au sein de son commandement militaire, pour y mettre à la place quelques nazis de la première heure qui, eux, n'ont pas eu l'audace de le contredire. Ou de tenter de l'assassiner, aussi, c'est vrai. Certes, c'est au sein de la Wehrmacht et non de la SS qu'on voit apparaître les premières résistances à Hitler, jusqu'à atteindre des tentatives d'attentats et de coups d'État. Évidemment, je vous conseille le film qui met en scène la plus célèbre action de résistance militaire à Hitler, l'opération Valkyrie. Cet attentat et tentative de putsch de peu raté par l'officier Stauffenberg. Malgré ça, cette résistance militaire reste marginale. Elle concerne davantage les officiers et les commandants, donc ceux qui peuvent voir de haut comment se précise la déroute militaire pour le Reich. C'est une résistance qui n'est pas organisée et qui résulte d'actions éparses, allant d'une tentative d'attentat à la désobéissance passive. Et surtout, elle s'exprime essentiellement vers la fin de la guerre, ce qui traduit une résistance davantage née contre la gestion de la guerre de la part d'Hitler que contre l'idéal nazi au sens propre. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'après la Deuxième Guerre mondiale vient se poser la guerre froide. Maintenant, si on s'intéresse à l'Allemagne, que voit-on? Un pays ruiné, fatigué et détruit par la guerre, mais un corps très militarisé. Les Alliés et les Soviétiques ont sous la main des millions de soldats, des milliers d'officiers et hauts-officiers. Il se tient au même moment le procès de Nuremberg, qui n'attribue pas à la Wehrmacht le caractère d'organisation criminelle, contrairement à la SS. La Wehrmacht représente donc en 1946 une armée disponible pour les vainqueurs en pleine occupation de l'Allemagne, avec en prime une image beaucoup moins négative que la SS qui, elle, joue le vrai rôle du catalyseur des crimes nazis. Car même si la Wehrmacht ne ressort pas du procès avec l'étiquette « armée de criminels nazis », elle n'a jamais pour autant été une armée propre. Durant la guerre, elle a tué des innocents, le viol à l'Est était monnaie courante et c'est bien la Wehrmacht, la première à rentrer en URSS, et donc à préparer le terrain pour les exécutions des juifs, des homos et des autres opposants. Elle a fait déporter, elle a affamé, etc., etc. Mais je vous laisse un lien intéressant dans la description qui fait écho à l'exposition des crimes de guerre de la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale, une expo faite par l'Institut des recherches sociales de Hambourg. Mais pour l'opinion publique, il est plus intéressant de se concentrer sur la SS et ses chefs, plutôt que les chefs de la Wehrmacht, ceux qui seront plus tard les chefs de la Bundeswehr à l'ouest et de la Volksarmee à l'est. Le contexte international et l'opinion publique ne vont pas aider la recherche des historiens, et l'image d'une Wehrmacht plutôt réglo lors de la guerre se diffuse jusque dans les années 80. C'est à cette période que l'exposition sur les crimes de la Wehrmacht, citée plus haut, voit le jour, et non sans difficulté. On reproche à cette exposition d'être partiale, de ne pas être rigoureuse, voire même qu'elle expose des documents falsifiés. Mais il n'en est rien. L'exposition tient, se ferme par moments, mais est un succès retentissant, donnant alors un coup de boost dans la recherche historique au sujet du rôle de la Wehrmacht durant la guerre. Et même aujourd'hui, si le consensus scientifique s'accorde sur le caractère criminel de la Wehrmacht,
l'idée résiste encore. C'est pas à cause d'un manque de confiance à propos des historiens, hein. C'est que parfois il est difficile d'assumer l'histoire de son propre pays. En 1945, à la sortie de la guerre, l'État allemand et la société n'ont pas tout de suite assumé tout ce qui s'était passé. Il y a eu une longue phase de tabou, pendant laquelle les dirigeants n'avaient pas intérêt à en parler ouvertement. Et là, je me risque à faire une comparaison pas pertinente, mais parlante. La France non plus n'a pas assumé directement son rôle dans l'extermination des Juifs d'Europe. Il a fallu attendre 1995 et pour entendre un dirigeant français s'exprimer publiquement sur la responsabilité de l'État français dans la déportation. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Et encore, ça n'aurait peut-être pas été si 20 ans plus tôt, un historien américain du nom de Robert Paxton ne mettait pas fin au mythe d'une France 100% résistante, à travers son ouvrage « La France de Vichy ». Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Je rappelle que cette comparaison entre la France et l'Allemagne n'est pas forcément pertinente, mais elle met en évidence que l'histoire ne va pas de soi. L'histoire est une science. Elle prend du temps à être étudiée et à être comprise, puis transmise. Et puisqu'elle s'intéresse notamment à la société, et aussi à d'autres choses plus abstraites comme la patrie, l'honneur ou la communauté, l'histoire subit plus directement l'humeur de la société.